ensuite la pharmacovigilance et puis la matériovigilance. Merci beaucoup. J'annonce donc Monsieur Barbara Benoît qui va vous faire cette présentation, qui est le responsable point focal à l'ARS. Merci. Bonjour à tous et à tous. Je vais donc vous présenter, je suis donc Benoît Barbara et je suis responsable du point focal régional. Et je vais vous présenter donc le circuit de ces signalements ici au sein de l'ARS et en lien avec l'ensemble des partenaires. Donc la cellule point focal régional, donc c'est la cellule unique qui va réceptionner l'ensemble des signaux, donc signalements des professionnels de santé, également les réclamations des usagers au sein de l'ARS, ici pour les Hauts-de-France. Le point focal dépend de la direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale. La cellule donc fonctionne tous les jours et est joignable 24 heures sur 24. En heure ouvrée, donc on a 7 agents qui complètent l'équipe. Et en heure non ouvrée, donc ce sont les astreintes de direction qui prennent le relais pour la gestion des affaires urgentes. Je n'ai pas la main pour faire défiler. Merci. Alors, comment on signale donc à l'ARS? La voie royale, c'est donc le portail des signalements qui est bien connu. On a également donc une boîte mail générique qui est HDF, donc ARS HDF signal, donc qui elle va directement s'interconnecter avec le point focal régional. Et ensuite donc un numéro de téléphone, donc le 03 62 72 77 77. Un fax et de manière beaucoup plus accessoire, donc une adresse géographique. Donc, on demande à l'ensemble des déclarants de bien vouloir doubler d'un appel téléphonique sur les signaux urgents. Et donc voilà, les deux principales canaux qui sont donc le portail qui est interconnecté donc avec l'ARS où on reçoit l'ensemble des signaux et l'adresse mail et voilà, le numéro de téléphone. Alors, quels sont les types de signaux qu'on reçoit donc à l'ARS? Alors, en ce qui concerne donc les signalements des professionnels de santé, donc on a l'ensemble des événements indésirables associés aux soins, donc qui soient les EIG des structures sociales et médico-sociales, les EIGS dont on vient de parler, on reviendra dessus ensuite, et l'ensemble des signaux qui sont liés aux vigilances réglementées. On a également donc l'ensemble des signaux qui sont liés à la veille sanitaire, donc on va parler des maladies à déclaration obligatoire, les infections associées aux soins, mais également donc les cas groupés d'infections respiratoires aiguës et gastro-entérites dans les EHPAD, également les intoxications au monoxyde de carbone qui vont entraîner des mesures de gestion ici au niveau de l'ARS. Diapositive suivante s'il vous plaît. Alors, également donc les autres signaux qui peuvent être recensés comme les incidents de cybersécurité, les fugues de patients admis en soins sans consentement, des épisodes de tension, les déclenchements de plans. D'une manière générale, donc on appelle les établissements et les professionnels de santé à déclarer tous les événements qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de leur établissement, la prise en charge des patients ou l'offre de soins. On parlait de tension, d'événements à potentiel médiatique. Également, tous les événements qui peuvent avoir un impact sur la santé publique, on va parler des expositions accidentelles, de menaces sanitaires, de situations sanitaires exceptionnelles ou encore tout autre événement qui va nécessiter la mise de gestion de l'événement par l'ARS ou du moins son information. L'autre pan des signaux qu'on reçoit également au PFR, ce sont l'ensemble des réclamations des usagers qui portent sur le système de santé et leur prise en charge. On va voir peut-être un peu le circuit. Donc, en ce qui concerne les signalements que vous pouvez faire ou que tout professionnel de santé peut faire, ils sont donc réceptionnés au point focal régional qui va en assurer donc un enregistrement et une première analyse en vue de son orientation vers les services gestionnaires. Donc, on peut, sur les situations qui vont avoir attrait aux vigilances sanitaires, donc un lien est fait directement avec le service de veille sanitaire, qui lui va faire le lien avec les structures membres du REVA, et notamment lors des réunions régionales de sécurité sanitaire. Le point focal régional peut adresser également directement au service gestionnaire, donc des directions métiers de l'agence qui vont traiter ce signalement.
Ou la troisième possibilité, donc pour tout ce qui concerne les signalements qui sont hors compétences, les réadresser vers les services ou administrations qui vont être en gestion du fait de leur compétence sur le sujet qui aurait été reçu dans ce signalement. Le point focal assure également donc, une transmission donc, au ministère pour les situations qui nécessitent une information des autorités nationales et également le lien avec la direction générale. On voit donc on a représenté également donc le lien de l'ARS donc en ce qui concerne les vigilances donc avec l'échelon régional et l'ensemble des membres du REVA avec lesquels donc les collègues particulièrement de la veille sanitaire sont en lien régulier donc pour la gestion de ces signalements. On va parler maintenant, si vous voulez bien, alors des événements indésirables graves associés aux soins. Donc, ces événements indésirables graves associés aux soins relèvent de l'article R 1413-67 du Code de la santé publique et revêtent trois caractéristiques essentielles. Donc, le premier, c'est que c'est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne. Donc, on parle de dysfonctionnement, de suspicion de dysfonctionnement dans la prise en charge. Deuxième caractéristique essentielle, il survient lors d'investigations, de traitements ou d'actes de prévention. Et enfin, la dernière caractéristique, ils doivent avoir pour conséquence le décès, la mise en jeu du pronostic vital ou un déficit fonctionnel probable ou avéré. La suite, voilà. Alors, quel est l'intérêt de ce signalement? Donc, on l'a évoqué tout à l'heure hein, dans l'exemple qui a été présenté. Déjà, un intérêt individuel pour le déclarant. Donc, parce qu'il va permettre d'initialiser et puis le retour d'expérience et la démarche qualité, va permettre d'obtenir un accompagnement de l'ARS ou de la structure régionale d'appui, la SRA, donc pour l'analyse de cette EGS et la mise en place du plan d'action. Ensuite, il va avoir un intérêt collectif, puisque l'EIGS sera analysé au niveau régional, notamment lors des RSSS. Il va permettre de mettre en avant des actions de sensibilisation ou de prévention, comme la journée d'aujourd'hui, qui en fait partie. Il va permettre également la réalisation de protocoles, de fiches rétex et une compilation donc, de ces retours d'expérience au niveau régional, donc avec la SRA par exemple, sur les EIGS. Et ensuite, sur l'intérêt collectif, les déclarations donc, sont anonymisées, transmises à l'HAS qui, elle, va élaborer des recommandations de bonnes pratiques au niveau du niveau national et de faire partager à l'ensemble des établissements dans ce cadre. Alors, comment se fait ce signalement? Donc, on l'a vu, c'est par le portail, hein, signalement.social-santé.gouv.fr. Elle se fait en deux temps. Donc, la première déclaration, donc, qui va présenter les circonstances et les conséquences de l'EIGS, ainsi que les mesures immédiatement prises pour éviter donc, la récidive de cet événement. Ce volet 1 est à remplir sans délai. Il va être ensuite accompagné du volet 2, dans un délai de 3 mois. Et ce volet 2 va comporter l'ensemble des retours d'expérience qui vont comprendre notamment l'analyse approfondie des causes selon une méthode validée et le plan d'action ainsi que l'évaluation des actions correctives. Alors, le signalement peut associer des vigilances, donc le IGS plus une vigilance, on l'a vu tout à l'heure dans le cas des pompes à perfusion, où le déclarant peut initialement signaler donc le IGS plus la vigilance de matériaux. La suite, diapositive suivante, s'il vous plaît. Ouais. Alors, le portail des signalements. Alors, ses caractéristiques. Il est commun pour l'ensemble des signalements des événements sanitaires et des vigilances. Donc, on l'a vu tout à l'heure, donc lié à la pratique le IGS ou à la vigilance, donc lié à la prise d'un produit ou d'une substance. Il va entraîner une transmission automatique aux structures compétentes, donc l'ARS, les centres ou les agences de vigilance, qu'ils soient nationaux ou régionaux, et on va avoir une transmission simultanée quand on a un EIGS et une vigilance qui sont concernés. Alors, donc le portail, certains connaissent bien, hein, donc il suffit de sélectionner donc, la catégorie de professionnels qui déclarent, donc en l'occurrence, vous êtes un professionnel de santé.
On arrive donc sur la première partie qui permet donc au déclarant de sélectionner la caractéristique de sa déclaration. Donc, est-ce que ça correspond à un événement indésirable associé aux soins ou un effet sanitaire indésirable suspecté d'être lié à la prise de produits de consommation. On a également donc les autres catégories qui correspondent aux vigilances et aux maladies nécessitant une intervention de l'autorité sanitaire. Donc, on va parler effectivement des maladies à déclaration obligatoire, des déclarations de GEA ou d'IRA, et ensuite donc les accidents de cybersécurité qui peuvent être déclarés aussi sur son portail. Alors, le portail, même s'il ne va pas recenser l'ensemble de ces signalements, mais il va renvoyer notamment dans le cadre des infections associées aux soins vers ISIN pour les déclarants. Voilà, donc même si vous n'êtes pas à déclarer directement sur le portail va vous renvoyer sur la structure ad hoc et l'application qui va permettre de déclarer les événements. Donc, on va prendre le cas d'une déclaration d'un EIGS qu'on va cocher ici. On va l'associer à la matériovigilance puisqu'on considère qu'on a pu déjà au niveau de la déclaration identifier ces deux facteurs. Une fois que vous avez coché les deux événements, on va cliquer sur Suivant. Et là, on va arriver donc sur les recommandations. Donc, la première qui va concerner les modalités de déclaration en lien avec le EIGS et ensuite des mesures qui vont être liées à la vigilance. Ensuite, on va avoir la possibilité de télécharger un formulaire type. Donc, ce formulaire peut être téléchargé à froid, j'ai envie de dire, de manière à ce que vous puissiez l'avoir pour en échanger en équipe avant la déclaration sur le portail, de manière à consolider l'ensemble des données qui seront requises pendant la déclaration. Et une fois que vous avez ces éléments, vous pouvez cliquer donc sur Commencer. Là, vous allez arriver donc à l'ensemble des champs. On a repris là dans les différentes diapositives les principaux critères que vous obtenez en téléchargeant donc le formulaire. Alors, les informations qui vont concerner la personne qui déclare. Voilà, on peut prendre la suivante. La personne qui est exposée à l'EIGS. Ensuite, on va arriver sur la situation. Je passe rapidement parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le lieu de survenue de l'événement. Voilà. Alors, ensuite, la description de l'événement. On va avoir ensuite les premières mesures qui seront prises, donc en ce qui concerne le patient, son information, les différents recours. À ce moment-là également, on va pouvoir indiquer si des premières mesures ont été prises par l'établissement pour, si on a des faits qui ont été identifiés immédiatement, lesquels ont pu être donc identifiés, sur lesquels on a pu mettre des actions en place. Et ensuite, comment l'établissement va organiser l'analyse de l'EIGS. Donc là, une description rapide donc, de ce qui va être mis en place pour l'analyse de cet événement. Et ensuite, est-ce que vous pouvez donc sélectionner en dernier lieu donc, une demande d'appui, donc en ce qui concerne les EIGS, un appui donc, de la SRA pour vous accompagner dans l'analyse approfondie de cet EIGS. Ensuite, donc, dans le délai de 3 mois, le déclarant va revenir donc, sur cet événement et indiquer donc, toujours sur le portail, en sélectionnant cette fois le volet 2. Donc, de la même façon, il est important de conserver lors de la première déclaration la référence du premier volet de manière à pouvoir renseigner à l'issue de l'analyse et du plan d'action toutes les actions. Donc, on va vous rappeler, on va vous redemander de redonner les références du premier volet, reprendre les informations sur le déclarant, l'événement globalement, et ensuite, donc, on va arriver sur la fin de ce formulaire. Les causes immédiates et les causes profondes qui ont été analysées lors du traitement de cette EIGS. Ensuite, le plan d'action. Sur la diapositive suivante, les barrières de sécurité, les mesures envisagées et prises donc, dans le cadre du plan d'action,
Et ensuite, la dernière partie qui va concerner donc l'analyse. Voilà, donc c'est un peu rapide, mais n'hésitez pas à froid donc à aller télécharger donc ces formulaires hein, qui vont vous permettre de pouvoir avoir les éléments qui sont nécessaires à la déclaration pour pouvoir en parler en équipe hein, dans l'ensemble de vos établissements et pour pouvoir donc déclarer avec le maximum de complétude ces formulaires. Alors, on l'a évoqué rapidement, donc les EIGS qui sont déclarés sur le portail vont permettre une analyse au niveau de la HAS. Alors, quel est le rôle de la HAS sur ces déclarations de EIGS? Alors, à la clôture, donc à la réception du second formulaire de déclaration du volet 2, donc au niveau de l'ARS, on s'assure de l'anonymisation des remontées et ensuite elles sont transmises de manière sécurisée à l'HAS. Donc la première étape pour l'HAS, c'est de réceptionner et d'enregistrer ces EIGS et ensuite elle est analysée par un comité permanent d'experts. L'HAS va identifier les risques dans une base de données. Ensuite, elle va hiérarchiser ces risques pour en définir un programme de travail. Et ensuite, donc, dans le cadre de ces programmes de travail, étudier les risques et rechercher les préconisations. Et ensuite, donc, ce qui va vous redescendre, donc, des préconisations des recommandations professionnelles ou de solutions, des supports de formation. Et puis, notamment, un rapport annuel du ministère de la Santé que vous pouvez consulter directement sur le site de la HAS. Voilà, donc. Et enfin, donc, je vous rappelle donc, les partenaires, donc les membres du REVA et la SRA sur les EIGS, les coordonnées du point focal régional. Vous avez également sur les sites de l'Agence régionale de santé l'ensemble des dispositifs liés au signalement. Et ensuite, donc, le portail du ministère de la Santé qui vous permet de signaler l'ensemble de vos événements. Merci à vous. Merci à vous. Je passe la parole du coup au Centre régional de pharmacovigilance et on reviendra après sur les questions. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui. Johanna Bénet, je suis pharmacologue pharmacien au Centre régional de pharmacovigilance de Lille. Daniela, je pourrais avoir la diapo? Pardon. Merci. Parfait. Donc un petit rappel sur le circuit des déclarations de pharmacovigilance. Vous savez que les professionnels de santé et les patients depuis 2011 ont la possibilité de déclarer leurs effets indésirables médicamenteux, mais également les erreurs médicamenteuses qui donneraient lieu, entre autres, à des effets indésirables médicamenteux à leurs centres régionaux de pharmacovigilance. Ces déclarations peuvent se faire, comme nous l'ont rappelé nos confrères, via le portail de signalement de la DGS. Vous avez le lien ici. Ces déclarations pour notre région peuvent donc être faites pour les personnes des départements du Nord et du Pas-de-Calais au Centre régional de pharmacovigilance de Lille et pour les personnes des départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme au CRPV d'Amiens. Ces déclarations de pharmacovigilance vont être, à l'issue de leur réception, analysées et, selon les cas, mais dans la plupart des cas, enregistrées dans une base nationale, qui est notre base nationale de pharmacovigilance. Ces cas vont ensuite être remontés automatiquement à l'Agence nationale de sécurité du médicament via cette base. Bien sûr, nous invitons les déclarants à se rapprocher de l'ARS en cas de déclaration d'un événement indésirable grave lié aux soins pour ces déclarations. Et si jamais cet événement concerne également de la matériovigilance, on les invite à se rapprocher de la matériovigilance pour compléter l'observation. Voilà, donc bien sûr, nous sommes à votre disposition en cas de déclaration. Vous pouvez également nous contacter directement par mail ou par appel téléphonique si jamais vous avez des questions ou des problèmes pour déclarer. Nous sommes à votre disposition.
Merci beaucoup. Du coup, moi, je me permets donc de faire le parallèle donc, avec la matériovigilance, puisque le circuit il est un peu différent, effectivement. Donc, nous, on part des utilisateurs vraiment qui vont aussi vivre l'incident ou le risque d'incident. Et ici, on va avoir un intermédiaire donc, qui est le correspondant local de matériovigilance, qui doit être désigné dans chaque établissement de santé et qui va avoir pour responsabilité, pour mission, l'analyse, l'enregistrement et la mise en place de mesures conservatoires. Et c'est le correspondant local qui va faire ce lien, qui va faire les déclarations donc auprès des différentes instances, à commencer par le fabricant, l'ANSM, donc obligatoire, je le rappelle, dans le cas d'incident ou de risque d'incident grave, sans délai. Vers les autres vigilances aussi, donc s'il y a d'autres vigilances qui sont concernées, la pharmacovigilance, on le voit avec ici dans notre cas concret de cet après-midi avec les chimiothérapies, mais d'autres vigilances aussi, le centre antipoison, il faut qu'il fasse vraiment le relais entre les différentes vigilances. Et enfin, au niveau de l'ARS, on a vu avec la présentation de M. Barbara, en cas de décès ou d'incapacité permanente, importante ou grave, bien faire le signalement d'événements indésirables graves liés aux soins via le portail des signalements. Donc ça, c'est vraiment la matériovigilance ascendante. Une fois que le correspondant local a diffusé sa déclaration auprès des différentes instances, l'ARS et l'ANSM vont faire le relais avec le correspondant régional de matériovigilance. Le correspondant régional de matériovigilance va avoir en charge l'analyse et le traitement de toutes les déclarations régionales qui vont lui être remontées par ce biais de l'ANSM et de l'ARS. Et ensuite, on va voir la matériovigilance descendante où on va se mettre en lien avec l'ANSM et avec l'ARS. On l'a vu par le biais des différentes réunions que nous avons, que ce soit avec l'ARS ou l'ANSM. Et l'ANSM, l'ARS, les fabricants, les vigilances vont revenir vers le correspondant local avec une réponse. Donc, ça peut être sous forme de rappel de l'eau, de retrait de l'eau, d'information de sécurité. Tout ça, le correspondant local, il va devoir le transmettre au niveau des utilisateurs. Donc, c'est un circuit qui est un peu différent, particulier. Mais l'objectif, c'était de vraiment voir le portail des signalements et comment signaler. Donc, voilà. Je voulais aussi vous faire un petit bilan donc, de matériovigilance concernant ces pompes à perfusion. Je pense que c'est important aussi de faire quelques rappels. Donc, les pompes à perfusion, rapidement, elles sont essentiellement utilisées pour perfuser des médicaments en solution injectable, mais aussi des produits sanguins labiles. Et ceci avec un débit programmé et contrôlé sur la durée totale de la perfusion. Les pompes à perfusion, elles peuvent être fixes ou ambulatoires. Elles peuvent être aussi multithérapies pour les nutritions parentérales en continu, les PCA intermittents avec des paliers variables séquentiels. On va avoir le réglage du débit, on a vu tout à l'heure aussi en introduction de ces journées. Donc, dans la plupart des matériovigilances que je rencontre aujourd'hui, c'est vraiment des erreurs qui sont faites à ce niveau-là, avec une vérification qui ne va pas être correcte et des confusions qui vont être faites entre les millilitres, les milligrammes, les grammes. Les pompes à perfusion, elles peuvent aussi avoir, pas obligatoirement, mais les fabricants ils peuvent proposer une bibliothèque de protocoles avec des données qui vont être mémorisées et stockées directement dans les pompes à perfusion. Donc, la personne, elle n'a même plus à vérifier quelque part le protocole, mais le protocole, il est déjà préenregistré. Et enfin, les pompes à perfusion, elles vont posséder aussi une sécurité avec la mise en place d'alarmes. Une alarme AR à occlusion avec un écoulement libre, alarme sur la batterie. Donc, ça permet aussi d'alerter les soignants et les patients sur les différentes problématiques qu'on peut rencontrer. Alors, dans ces pompes à perfusion, on va mettre une solution de perfusion qui va être soit contenue dans un flacon, une poche de perfusion ou une cassette qui va être reliée à l'abord par une tubulure. Donc, on a différents types d'abord. Donc, ça peut être la voie intraveineuse, intra-artérielle, sous-cutanée, l'espace péridural, sous-arachnoïde
arachnoïdien, donc différents vraiment types d'abord. Et le débit va être régulé par la pompe au niveau d'un segment de la tubulure, ce qui explique que pour les pompes ambulatoires, cette tubulure, elle va être captive. C'est vraiment la tubulure qui va avec la pompe. Et si on utilise une tubulure inappropriée, il y a le risque d'erreur sur le débit perfusé. Donc, cette perfusion de liquide, elle va être obtenue en utilisant l'énergie mécanique par un moteur et la programmation, donc en débit, volume, temps. On peut aussi choisir de maintenir une veine ouverte. Et enfin, avec ces pompes-là, on va aussi avoir la possibilité de faire des bolus ou avoir des périodes réfractaires. Voilà pour les petits rappels sur les pompes en elles-mêmes. En ce qui concerne les signalements de matériaux-vigilance, donc aujourd'hui, je vous ai fait un bilan. Donc ici, c'est au niveau national. On a à peu près 300 déclarations par an. Je vous fais un bilan de 2019 à 2021. Donc, on a sur ces 3 dernières années un total de 879 déclarations. Au niveau régional, on est à peu près une vingtaine de déclarations par an dans notre région, ce qui représente 7% des déclarations au niveau national. Au niveau des dispositifs médicaux concernés, donc l'ANSM a donné des dénominations communes à ces dispositifs. Elle les a regroupés par catégorie. Donc, on voit ici sur ces 879 déclarations, on en a eu 126 sur les pompes à perfusion. Donc, ça, il s'agit des pompes à perfusion fixes. 356 déclarations sur les pompes à perfusion, entre parenthèses tubulure, ça veut dire que c'est un accessoire à la pompe à perfusion fixe. Pas forcément qu'une tubulure, mais un accessoire. 154 déclarations sur les pompes à perfusion ambulatoires et 243 déclarations sur les accessoires de ces pompes à perfusion ambulatoires. Donc, les fabricants, je vous fais juste un petit tour des fabricants, mais ici, ce sont les fabricants les plus impliqués avec Smith Medical, Fresenius, Becton Dickinson, ICU Medical. Forcément, plus on va avoir des parts de marché, plus on va aussi rencontrer des problèmes. Et ici, je voulais attirer votre attention puisque j'ai fait une petite analyse sur les dysfonctionnements et les conséquences que ces dysfonctionnements ont engendrés. Donc, la première cause de dysfonctionnement de ces pompes, c'est une fuite de liquide de perfusion avec 161 déclarations. Donc, heureusement, sur la plupart des cas, sur 116 déclarations, il n'y a pas eu d'effet direct sur le patient. Par contre, on a eu 20 cas où, avec un traitement inadapté, 6 cas où il a fallu réintervenir non chirurgicalement le patient. Là, c'est dans les cas, par exemple, de péridurale, des choses comme ça. 3 cas où le patient a présenté une douleur, 2 cas où il y a une contamination, 4 cas une gêne respiratoire, 4 cas avec un risque pour l'utilisateur qui ont été en contact avec des produits toxiques. 1 cas d'hypoglycémie avec une réintervention, 1 cas de décès, 1 cas d'hypothermie, un malaise et une hypoglycémie sévère. 2 hypoglycémies sévères, pardon. Ensuite, le deuxième type de dysfonctionnement le plus rencontré, c'est de l'air dans la tubulure. Donc, vous savez ce que ça peut engendrer derrière comme effet grave. 36% des cas n'ont pas eu d'effet grave, heureusement, mais 6 cas avec un traitement inadapté, 5 avec une réintervention non chirurgicale, 1 cas d'embolie gazeuse et 1 cas d'effet indésirable. Et la troisième, j'ai fait le top 3, c'est une mise en alarme de ces dispositifs. Donc ici, 19 déclarations de mise en alarme avec des hypoglycémies, un risque pour l'utilisateur et un retard du traitement. Donc en termes de gravité, ce qu'il en est sorti de toutes ces déclarations, c'est que nous avons 21% des déclarations qui ont été classées comme mineures, 69 déclarations avec une gravité moyenne, donc vraiment une gêne importante ou une blessure pour l'utilisateur ou pour le patient. 8% de ces déclarations sévères avec une réintervention au niveau du patient et 1% critique. Donc, j'ai pris ces 1% au niveau national et j'ai voulu regarder dans le détail de quoi il s'agissait avec ces pompes-là. Donc, effectivement, on a 7 incidents critiques. C'est ça.
Avec des dysfonctionnements variés, que ce soit sur des pompes à perfusion ambulatoires ou pompes à perfusion fixe. Donc, on a 43% de ces incidents qui concernent les ambulatoires et 57% les pompes à perfusion fixes. Et quand on regarde, en fait, les causes de ces incidents critiques qui ont causé donc, derrière un décès du patient, c'est une mauvaise programmation de la pompe, donc des pompes à morphine ici dans les deux premiers cas, un choc anaphylactique qui n'a pas pu être investigué parce que le dispositif n'a pas été retrouvé, on n'a pas gardé le dispositif. Un cas avec une hypoglycémie sévère qui a conduit aussi à un décès, avec pareil une investigation impossible, le dispositif n'avait pas été gardé. Un arrêt de la pompe sans alarme qui a engendré une désaturation en oxygène et le décès du patient. Donc ça, c'est en cours, c'est un événement qui s'est produit cette année. Donc, on investigue effectivement le matériel, il a été gardé, donc on investigue effectivement la cause de cet incident et les mesures qu'on va devoir mettre en place auprès du fabricant. Et ensuite, 2 cas où il n'y a pas eu de dysfonctionnement du matériel, mais c'est vraiment l'état de santé du patient. Donc, finalement, on a 43% de ces événements qui viennent de l'état de santé du patient, 29% d'une erreur d'utilisation, 14% d'une cause non retrouvée. Donc là, pour conclure cette présentation, je voulais vraiment vous dire qu'un dispositif médical, dès qu'il n'est pas récupéré, il ne peut pas être analysé derrière, il ne peut pas avoir une action auprès du fabricant. Donc, c'était le message important que je voulais vous faire passer pendant cette présentation. Voilà ce petit tour de bilan sur ce type de dispositif médical. Alors, je vous propose du coup de juste rapidement répondre à la question qui a été posée en cours de la présentation de Monsieur Barbara, et si vous en avez d'autres. Donc, la déclaration sur le portail national, est-ce qu'il permet une analyse et un suivi au niveau de l'établissement? Car souvent, nous avons déjà un logiciel de déclaration. Alors, Monsieur Barbara, je ne sais pas si vous êtes encore parmi nous, sinon je... Oui, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais dans le formulaire de déclaration, vous avez les premiers éléments, les premières constatations qui sont faites par l'établissement. Alors, effectivement, là, si on se retrouve dans une déclaration qui est plurifactorielle, dans lesquelles on va déclarer à la fois un EGS et des événements de matériaux-vigilance, par exemple, il y a effectivement la déclaration qui doit être faite de manière conjointe au sein de l'établissement, donc avec les différentes personnes qui vont intervenir ou analyser cet événement. Donc c'est pour ça qu'on a la possibilité justement d'aller chercher ces formulaires pour pouvoir les discuter en équipe. Et cette équipe, ça peut être élargie, hein, puisqu'on peut aussi avoir donc la direction des soins qui, elle, va pouvoir apporter des éléments, les différents responsables de matériaux, comme vous l'avez, le référent matériaux par exemple, ou les biomédicaux selon la nature de l'événement. Donc effectivement, la possibilité d'indiquer donc les différentes vigilances qui seraient concernées en même temps que cette EGS. Et la déclaration va partir sur les différentes structures qui seront concernées pour l'analyse de l'événement. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, et je vois qu'il y a M. de Cohen, docteur de Cohen, qui a la main levée. Ou docteur de Pouvourville, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Peut-être juste, oui, pour aller dans le sens de Benoît et aussi dans le sens de la question, on sait tous que les systèmes de surveillance où il y a une double saisie nous fait forcément perdre de l'information, et ça c'est un constat qu'on a partagé avec les membres du REVA et pour lequel aujourd'hui on n'a pas de solution, mais effectivement, en tout cas, si tous les événements d'un établissement sont déclarés sur un logiciel interne et qui la déclaration sur le portail des signalements nécessite une démarche supplémentaire, il est fort probable que ce deuxième signalement ne soit pas fait ou que on ne voit pas forcément l'intérêt du deuxième signalement. Donc c'est une piste à creuser pour nous, hein, dans les améliorations du système.
qu'on a bien identifiées. Et dans l'attente, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'autres solutions que cette double déclaration. Je ne sais pas si c'était, j'ai l'impression que c'était effectivement une partie de la question aussi. Merci beaucoup pour ce complément. Docteur de Cohen? Oui, en fait, je vais compléter. Effectivement, chaque établissement, entre guillemets, est censé d'avoir un logiciel de recueil de ces événements indésirables. Donc forcément, si un établissement veut recueillir ces événements indésirables, il est obligé d'avoir un recueil. Et la deuxième chose, chaque établissement soignant en France est obligé de déclarer les événements indésirables graves. Donc effectivement, il y a une double déclaration, mais qui est nécessaire. Si ces événements indésirables graves ne sont pas déclarés sur le portail ou par une voie d'une vigilance, comment voulez-vous qu'on arrive à des journées comme aujourd'hui? Donc c'est extrêmement important de faire l'effort. Là aussi, il y a quelque chose qui peut vous aider sur les événements indésirables graves quand vous les déclarez sur le portail. Il y a une petite case qui s'appelle accompagnement. L'accompagnement, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire, ça n'a rien à voir. Ça veut simplement dire que la structure régionale d'appui peut venir simplement vous filer un coup de téléphone pour demander où vous en êtes et vous aider, peut venir vous aider à faire la RMM, éventuellement à briser des nœuds difficiles, parce qu'on sait que dans certains, comme dans toute équipe, entre guillemets, il y a des fois des nœuds à faire sauter qu'on n'arrive pas en interne, quelle que soit la taille de l'établissement, et des fois d'avoir une tierce personne qui vient de l'extérieur permet de faire sauter ces nœuds et de faire avancer les choses, ou d'avoir une vision qui est totalement différente, une vision dont on n'avait pas absolument pas pensé parce qu'on était dans le tunnel de ça s'est passé comme ça, et c'est ça. Donc c'est toujours intéressant quand l'événement est un peu complexe ou quand vous sentez que c'est un petit peu difficile à analyser, de cocher la petite case et vous aurez un appui en toute bienveillance de la structure régionale d'appui. Merci beaucoup. J'ai vu Isabelle Carpentier de l'Omédite, vous aviez aussi levé la main. Non? Oui, tout à fait. En fait, juste pour dire que il y a aussi la déclaration des presque événements, en particulier pour nous, ce qui nous concerne, les produits de santé. Et c'est en fait une démarche que l'on a depuis quelques années maintenant. Et qui permet justement sur des signaux faibles de pouvoir enregistrer un signal plus important au niveau régional et pouvoir l'analyser et avoir une piste et une démarche en fait d'amélioration commune dans la région. Donc après voilà, c'est une démarche qui peut être intéressante et on incite les établissements à déclarer du coup ces presque événements et qui peuvent donc être intéressants aussi au niveau de la région et qui sont analysés donc par l'Omédite au niveau de la région et restitués au niveau des établissements. Merci beaucoup. Juste pour terminer cette présentation, dernière question, que fait-on quand le labo ne veut pas analyser les dispositifs médicaux car pas contaminés avec de la chimio? C'est une question qu'on nous pose souvent à l'ANSM. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de protocole standard au sein des établissements. Il n'y a pas quelque chose qui soit homogène. Chaque établissement doit avoir un protocole de décontamination parce que le fabricant, il peut demander à ce que les dispositifs médicaux soient transmis décontaminés. Donc, chaque établissement a son propre protocole. Il n'y a pas d'homogénéisation aujourd'hui et on doit le faire pour pouvoir le transmettre aux fabricants pour qu'ils puissent analyser dans les meilleures conditions. Mais ce n'est pas toujours évident, je suis complètement d'accord. En fonction de la taille des structures et de l'organisation, est-ce qu'il y a une ST, est-ce qu'il n'y a pas de ST, est-ce qu'on le fait, est-ce que c'est le correspondant local qui le fait sur un bac ou est-ce qu'il l'envoie quelque part? Enfin, c'est très compliqué. Surtout que c'est vraiment à voir au cas par cas parce qu'il y a certains dispositifs médicaux qui vont s'altérer en fonction de ce qu'on va mettre en contact comme produit chimique pour le décontaminer. Donc, c'est compliqué à gérer. Donc, dans ce cas-là, s'il y a vraiment des cas particuliers, n'hésitez pas à le remonter au niveau du correspondant régional
et nous, on vous apporte une solution avec l'ANSM. Voilà. Du coup, on a pris un tout petit peu de retard. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Je passe la parole donc